Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler avec vous de ces deux maladies. Je vais commencer par vous faire quelques rappels concernant donc, ces deux pathologies, et puis après vous dire un mot d'une publication qu'on vient de faire dans le service à ce sujet. Alors juste pour vous rappeler, donc, le syndrome chronique de Loge des jambes, c'est la conséquence, ça correspond à une hyperpression intratisculaire au niveau des loges musculaires des jambes. Et en fait, c'est la conséquence d'une inadéquation entre, d'un côté, le contenant, qui est constitué par les loges aponévrotiques, qui sont donc rigides, l'aponévrose n'est pas élastique, et de l'autre côté, le contenu, qui est donc constitué par les masses musculaires, qui va augmenter lors de la pratique sportive. Classiquement, on décrit 4 loges, la loge antérieure ici, la loge latérale ou externe, et puis 2 loges postérieures, la superficielle et la profonde, avec des paquets vasculo-nerveux qu'il faudra éviter, notamment lorsqu'il y aura des mesures de pression intramusculaire, comme on verra tout à l'heure. Alors on va dans l'autre sens. La physiopathologie, elle reste... alors vous allez le voir, il y a certains mécanismes qui sont maintenant assez clairs. D'un côté, évidemment, c'est favorisé par la prise de volume musculaire lors de la pratique sportive, avec l'hypertrophie musculaire. Il y a aussi peut-être des facteurs favorisants anatomiques lorsqu'il y a des muscles surnuméraires. Et puis, ça va avoir pour conséquence, cette hyperpression, une rupture de l'aponévrose parfois, et donc on va voir apparaître à l'effort des hernies musculaires. L'autre phénomène qui va jouer, c'est une diminution de taille des loges aponévrotiques, notamment après des blessures répétées, et donc des rétractations cicatricielles qui vont diminuer le volume des loges. Et puis, il y a peut-être un facteur génétique qui reste discuté. C'est vrai que parfois, on est amené à voir le père et le fils ou 2 frères qui sont atteints de cette maladie, et on peut se demander si certains facteurs qui nous échappent les prédisposaient à cette maladie. Un troisième mécanisme qui reste là aussi discuté, certains auteurs évoquent la possibilité que cette hyperpression intramusculaire gêne un peu le retour veineux au niveau de la jambe, diminue le flux capillaire et entraîne une ischémie tissulaire qui va elle-même entraîner un œdème et auto-alimenter ce syndrome. Et donc ça reste à démontrer, il y a quelques choses là-dessus, mais évidemment ça peut être une piste, notamment pour expliquer, comme on va le voir tout à l'heure, la fréquence assez importante d'association entre ces syndromes et l'artère poplitée piégée, comme on va le voir tout à l'heure. Alors rapidement, cliniquement, ça va toucher essentiellement l'homme jeune. Ça peut toucher des sports multiples qui sollicitent les jambes et se manifester par une claudication de jambes à l'effort. Il y a parfois un effet de seuil. Le coureur vous dit « moi j'ai mal uniquement au-delà de 10 km/h ». Et ils vont vous dire que souvent, ils parlent de durcissement de la loge musculaire atteinte, avec parfois une régression très lente des symptômes qui peut durer plusieurs jours après l'effort. Alors l'examen clinique, il doit être fait au repos, mais surtout après l'effort. Et il y a le fameux test de Charles-Opin, c'est-à-dire qu'on demande aux patients de taper du pied, de faire des dorsiflexions répétées. De mémoire, c'est 150 en moins de 4 minutes. Et on essaye de reproduire la douleur. Et quand vraiment on a un syndrome des loges significatif, souvent il n'arrive pas à aller au bout du test. Si on touche les loges musculaires, elles deviennent dures comme du bois. Et on peut même voir apparaître ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là, je ne sais pas si vous voyez, des petites boules qui sont donc des hernies musculaires liées à la rupture des aponévroses. Là, on les a entourées, liées à cette hyperpression. Alors le diagnostic, il va être classiquement fait par des mesures de pression intramusculaire. Donc le but, c'est de reproduire les douleurs en faisant courir le patient sur un tapis. On peut parfois observer ces hernies musculaires que je vous ai montrées. Et on va mesurer, grâce à un petit dispositif qui a une aiguille fenêtrée sur la partie latérale à l'extrémité de l'aiguille, ici, la pression dans chacune des loges musculaires, au repos, après l'effort et en récupération. Et classiquement, voilà, on va y arriver. Les médecins du sport qui font ce genre de mesures ont des abacs, là je vous en ai mis un,
pour voir si la pression augmente au-delà des valeurs classiquement acceptables pour évoquer ce diagnostic. Alors voilà en pratique, là c'est Claude Labanère, un des médecins du sport qui travaille dans la clinique du sport où je travaille. Donc là il fait une mesure après, donc le sportif a couru, là on est au niveau des loges antéro-externes, et on a vu rapidement sur l'affichage il y avait 75 mm de mercure, donc c'était des pressions élevées, et on fait ce genre de mesure. Alors, il faut avoir évidemment l'habitude pour ne pas embrocher les différents paquets vasculo-nerveux, il faut avoir une bonne notion d'anatomie, et on va faire les mesures donc, après l'effort et puis en récupération. Là, je vous ai parlé donc de classiquement les examens qui sont réalisés dans ce cadre-là. La deuxième pathologie, donc le piège de l'artère poplitée, donc c'est une compression donc, de l'artère, qui peut être complète ou incomplète, par les différentes structures. Ça se rapproche un petit peu du défilé thoraco-brachial comme on a vu tout à l'heure. Là, ce sont donc les différentes structures qui, lors de l'effort, vont là aussi écraser la structure vasculaire contre la face postérieure du tibia ou du fémur au niveau du genou et occasionner une ischémie. Alors classiquement, là je vous ai mis la classification la plus habituellement utilisée. On décrit des anomalies anatomiques qui peuvent favoriser ce piège poplité. Il y a le type 1 qui est lié à une anomalie de trajet de l'artère poplitée qui ne suit pas la veine. Le type 2 où il y a une insertion anormale du vaste médian du muscle gastrocnémien. Le type 3 qui est lié à un faisceau musculaire surnuméraire. Et le type 4 qui correspond à une bandelette fibreuse ou musculaire qui là aussi va cravater l'artère et favoriser la compression. Le type 5, c'est lorsque l'un de ces 4 types est associé à une compression veineuse. Et puis le type F correspond donc aux compressions liées à un phénomène fonctionnel. Là, il n'y a pas d'anatomie prédisposante. Et c'est juste l'hypertrophie musculaire qui, lors de la contraction du mollet, va écraser la veine ou l'artère et occasionner donc ce piège. Donc classiquement, cliniquement, on peut voir dans un premier temps des signes de compression intermittente chaque fois qu'on contracte le mollet avec une douleur à la marche, parfois pour des efforts très particuliers. On peut parfois avoir une claudication paradoxale, c'est-à-dire qu'il peut avoir mal en marchant et puis par contre quand il court, il n'a pas mal. S'il y a un piège veineux associé, on peut avoir un œdème, une lourdeur du mollet après l'effort ou pendant l'effort. Et puis il y a un second tableau qui arrive lorsque les lésions deviennent plus anciennes. À force d'écraser cette artère, on va entraîner des lésions fibreuses au niveau de la paroi et on va avoir une sténose qui devient permanente, qui n'est pas juste liée à la compression. Et peut se développer au-dessus de cette sténose fibreuse un anévrisme de l'artère poplitée qui va être le siège de thrombose. Et ce thrombus peut soit aller emboliser petit à petit en distalité et donner des tableaux d'ischémie subaiguë, soit d'un seul coup et entraîner une ischémie aiguë de jambe. Et puis évidemment, s'il y a un piège veineux associé, on peut avoir une phlébite d'effort qui peut apparaître. Le problème, c'est que le Doppler au repos va être le plus souvent normal. Alors parfois, dans les pièges anatomiques, on peut avoir la chance de voir une structure qui passe entre l'artère et la veine poplitée. Évidemment, quand on est au stade tardif et qu'on a les lésions permanentes, on peut les trouver. Et on peut trouver bien sûr une phlébite d'effort également. Et toute la nécessité à ce moment-là, c'est un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du membre supérieur, faire des examens dynamiques. Alors classiquement, on parle de dorsiflexion passive, mais en pratique, c'est vrai que la manœuvre qui me semble la plus pertinente, la plus efficace, en tout cas, c'est la flexion plantaire active en charge. On demande aux sportifs de se mettre sur la pointe des pieds, vraiment au maximum, et on essaye de regarder si la compression au niveau de l'artère, on multiplie les mesures et on va voir s'il y a une compression au niveau de l'artère. Alors, classiquement, au repos, on a un flux artériel triphasique, classique, normal. Et lorsqu'on est en flexion plantaire en charge, on a une interruption totale du flux qui peut apparaître au niveau de l'artère. Et lorsqu'on demande aux patients de redescendre sur les talons, on peut voir apparaître ce type de flux d'hyperémie réactionnelle
liée en fait à la levée de l'ischémie lorsque le patient arrête de contracter le muscle et avec un flux systolo-diastolique. Alors, ce genre de Doppler dynamique, la sensibilité, alors les publications sont peu nombreuses, mais globalement, elles semblent, en moyenne, dans une méta-analyse qui a été publiée en 2012, était de l'ordre de 83%. Pour ce qui concerne la spécificité, alors là, c'est beaucoup plus variable, probablement parce que les séries sont toutes petites et puis la méthodologie n'a pas toujours été la même. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui posent le diagnostic avec une compression qui est incomplète de l'artère. Certains ne demandent pas une flexion plantaire, une dorsiflexion maximale. Et je pense que c'est très important. Et puis même, il y a certaines séries qui ont été faites chez des patients asymptomatiques. Évidemment, on a plus de chances d'avoir des faux positifs dans ces cas-là. La confirmation du diagnostic est très important de le faire. On ne peut pas aller d'emblée traiter cette pathologie sans le confirmer par une imagerie de coupe avec des manœuvres dynamiques, là aussi spécifiques. Il faut demander au patient, donc il faut le faire avec un radiologue qui a l'habitude d'avoir une cale sous le pied, d'avoir une sangle au bout du pied qu'il tient, de faire une flexion plantaire maximale contre résistance pour avoir une chance de voir correctement cette compression artérielle et ou veineuse. On peut bien sûr là aussi mettre en évidence les anomalies anatomiques dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, là c'était un footballeur. Donc là c'est au repos, vous avez l'angioscanner de repos avec l'artère et puis là on lui demande de commencer à fléchir la cheville et vous voyez qu'on commence à voir apparaître la compression artérielle. Et puis lorsqu'on fait une imagerie tridimensionnelle en flexion complète cette fois, donc là vous avez ici au repos et en flexion complète, on a une interruption totale du flux artériel qui apparaît. Alors ça paraît facile quand on regarde comme ça, mais en fait c'est une pathologie qui reste encore très méconnue, un peu comme l'endofibrose iliaque dont on a parlé tout à l'heure. Là, je vous ai mis une méta-analyse, donc la méta-analyse de Sina publiée en 2012, qui a repris l'ensemble des publications qui ont été faites depuis les années 60, date à laquelle on a commencé à parler de cette pathologie. Lorsqu'il a éliminé les case reports, les toutes petites séries de moins de 5 patients, il ne retrouvait plus que 44 publications. Et sur les 44 publications, il y en avait 2 qui étaient des études prospectives sur le piège de l'artère poplitée et 28 qui a été des séries de plus de 5 patients. Donc vous voyez, c'est quand même une bibliographie assez débutante, assez limitée, avec une moyenne par série publiée de 15 membres atteints. Alors c'est ce qui nous a incité dans le service où je travaille à essayer de mettre en place un registre pour voir, on a fait ça pendant 11 ans, de 2004 à 2015, noter systématiquement tous les patients qui venaient pour un Doppler dynamique pour rechercher un piège poplité. Donc ils ont tous eu, évidemment, puisque c'était la définition un Doppler dynamique. Et parmi ces 327 sportifs, 57 ont eu un Doppler qui a été considéré comme pathologique avec les manœuvres dynamiques. Sur ces 57 patients, on a essayé de leur faire passer tous une imagerie de coupe dynamique, cette fois, pour confirmer les choses. Alors, c'est la vraie vie, hein, donc il y a 11 patients qui ont échappé à la proposition parce que, pour des raisons diverses, ils ont été traités pour d'autres pathologies en première ligne. Le patient a refusé, il a été perdu de vue. Hein, les premiers patients, c'était il y a 14 ans. Mais pour les 46 patients qui ont passé l'imagerie de coupe dynamique, eh bien, on a 35 se sont vus confirmer le diagnostic pour 61 jambes atteintes. Et chez ces 35 patients, on leur a proposé de faire des mesures de pression intramusculaire, 21 ont accepté, et sur les 21 patients, 18 se sont avérés avoir un syndrome chronique de jambes associé, avec 33 jambes atteintes également. Alors si on reprend l'épidémiologie de ces patients, ça représentait quoi? Là, je l'ai comparé à l'épidémiologie de la méta-analyse que je vous ai présentée tout à l'heure. On voit que dans notre série, comme dans la méta-analyse, globalement, ça touche l'homme jeune, de la trentaine, avec surtout un retard diagnostique majeur. Alors dans la méta-analyse, c'était de l'ordre d'1 an. Chez nous, c'est presque 3 ans. Alors c'est en gros 3/4 bilatéral. Et puis, il faut bien retenir que sur les 35 patients qui avaient ce syndrome
confirmé. Un a eu une ischémie aiguë de jambe. C'était un homme jeune, et il s'est même retrouvé, il a été poncté en urgence, revascularisé en urgence. Ça s'est mal fini, il y a une gangrène, il a été amputé. Et puis 2 ont développé une phlébite pendant l'effort. Les sports en cause, en gros tout type de sport qui va solliciter les jambes, en premier lieu bien sûr ceux qui sont les plus pratiqués, la course à pied, le football. Alors nous on est dans le sud-ouest, donc il y a le rugby, mais on peut, j'ai même vu, il y avait donc une participante à une Coupe du Monde de sauvetage côtier, de la randonnée pédestre à un niveau soutenu. On peut déclencher ce genre de pathologie. Ça touchait en gros, il y avait un tiers de syndromes avec piège anatomique et puis 2 tiers de pièges fonctionnels. On a essayé de retrouver ceux qui avaient un Doppler dynamique positif mais qui n'avaient pas vu le diagnostic confirmé par scanner ou IRM. 5 finalement avaient été opérés d'un syndrome d'éloge chronique. Il y avait une rupture partielle de tendon d'Achille, une artériopathie des membres inférieurs, une myopathie frustre et puis 3 perdus de vue. Et puis ce sur quoi je voudrais insister pour finir, alors ça c'était une étude qui avait été faite en 2009, qui avait recherché chez des patients atteints de syndrome d'éloge le syndrome de l'apnée le syndrome de l'artériopathie piégée, on avait 20% sur 5. Et puis donc dans notre série, donc sur les 21 patients qui avaient été porteurs d'un syndrome d'apnée, syndrome de piège poplité et chez qui on recherchait un syndrome d'éloge, 86% avaient ce syndrome d'éloge. Donc c'est vraiment, il semble, 2 pathologies étroitement associées. Chez les 35 patients, 21 ont finalement été opérés, soit pour un piège poplité seul, soit pour à la fois un piège poplité et un syndrome d'éloge. Certains ont été opérés en premier lieu pour le syndrome d'éloge, surtout si c'était l'éloge antéro-externe, parce que, après discussion avec le chirurgien, dans la mesure où c'était des pièges qui étaient fonctionnels, ils avaient préféré prendre cette option. Et puis, pour les 14 qui n'ont pas été opérés, eh bien 7 avaient décidé d'arrêter le sport. 2 étaient porteurs d'une artériopathie juvénile. 1 donc a été amputé, et puis il y avait 4 perdus de vue également. Et puis, donc, sur les gens qui avaient été opérés pour le piège poplité, 80% avaient pu reprendre ensuite le sport à un niveau équivalent. Les messages à retenir, ce sont des 2 pathologies qui sont méconnues, sous-explorées, qui ont un retentissement important pour la qualité de vie de ces patients, avec des risques éventuels non négligeables, d'ischémie aiguë, de phlébite, qu'il faut penser à évoquer quand il y a des douleurs au niveau des jambes, au niveau sous-gonal, quand il y a une perturbation de trajectoire sportive avec des examens particuliers. Alors moi je vous ai parlé de ceux dont on a l'expérience dans la clinique où je travaille. Et puis évidemment ça nécessite une collaboration étroite. On est amené à souvent échanger avec les différentes spécialités et toujours penser à rechercher les 2 pathologies en même temps, sinon on risque de passer à côté de l'une d'entre elles et le patient risque de rester symptomatique. Voilà, je vous remercie. Oui. L'intérêt du SW, c'est le Shareware élastographie qui a été validé pour le cancer du sein, le cancer du foie, le cancer de la thyroïde et qui est maintenant en cours de validation en vasculaire. Donc une application qui a déjà été utilisée, mais l'étude n'a pas donné de résultats satisfaisants, c'est mesurer la dureté des muscles, puisqu'un syndrome d'éloge, c'est le muscle qui devient dur. Donc la première phase est terminée. On a eu 100 jeunes hommes jeunes, on va dire, entre 25 et 50 ans, où on a essayé de définir la valeur de l'élastographie chez des sujets sains. La deuxième phase commence, on reprend les mêmes, ils font des efforts importants, parce que c'est des sujets sportifs, et on va voir ce que ça donne. Et la troisième phase, c'est les sujets qui sont suspects de syndrome d'éloge, où on va comparer les données de l'élastographie avec le striker que vous utilisez. Et si c'est positif, comme on l'espère, à ce moment-là, on pourra se passer de la pression, la mesure de la pression intramusculaire. Oui, qui a quand même un examen invasif, oui, pas toujours agréable, enfin, c'est clair.
Juste une question pratique sur les IRM qui ont été faites, notamment dans les cas d'association entre le syndrome de Loge et la poplité piégée. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir des hypersignaux dans les loges considérées? Alors, nous, dans notre équipe, on a commencé au départ, en 2004, on a fait quelques IRM dynamiques. Et puis, en fait, pour des raisons pratiques, on s'est orienté très vite vers l'angioscanner dynamique. Notamment, alors, le protocole qu'utilisaient nos radiologues, il faut bien voir qu'on demande à nos sportifs de forcer vraiment énormément. Ils ont tendance à trembler un petit peu. Et pour un problème de temps d'acquisition, de netteté d'image, on s'est très vite orienté vers l'angioscanner qui nous semblait donner des meilleurs résultats. Donc pour les quelques IRM que j'ai eus, rien de plus à vous dire de ce côté-là. Parce qu'il me semble avoir vu ça sur une IRM dans un cas personnel. D'autres questions dans la salle? Oui, derrière. Bonjour, Patrick Feugier, Lyon. Félicitations pour votre présentation. J'étais descendu pour voir les différentes présentations, et notamment présentation sur l'endofibrose, qui est un sujet qui nous passionne. Je voulais revenir sur votre présentation au sujet des syndromes des loges, avec notamment une question et sur l'artère-poplité piégée. On a l'impression qu'il n'y a pas de syndrome des loges postérieur. Est-ce que c'est le cas dans votre expérience, et que c'est plus des artères-poplités piégées fonctionnelles qu'il faut savoir également rechercher, parce que comme vous l'avez dit, ça peut être des cas dramatiques. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire le distinguo. Il y a vraiment deux mondes différents, le syndrome des loges au niveau antéro-externe et puis les loges postérieures. Antéro-externe, les résultats chirurgicaux sont excellents, au-delà de 90% de bons succès avec peu de complications. Les loges postérieures, selon les équipes, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est de l'ordre de 50-60% souvent, avec souvent des choses décevantes. C'est pour ça qu'on a tendance de plus en plus à ne pas hésiter. Donc on recherche systématiquement le piège poplité, et on a tendance de plus en plus à faire un double traitement. C'est vrai que le mécanisme au niveau des loges postérieures reste assez nébuleux, et on a du mal à comprendre pourquoi certains patients répondent bien au traitement et chez d'autres, il reste douloureux malgré tout. Tout à fait.